Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Sommaire de ce journal, les Sénégalais vivant en Chine au lendemain de la déclaration du coronavirus comme urgence mondiale. Le consul général rassure. Manifestation de Nyolong cet après-midi à Dakar pour la libération de Guy Marius Sagna. Et contre la hausse du prix de l'électricité, marche autorisée, mais les organisateurs mettent en garde le préfet contre d'éventuelles infiltrations. Adoption internationale au Sénégal, notre pays prend les dispositions pour éviter tout risque pour les enfants sénégalais adoptés. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane, la situation en Guinée inquiète le clergé et les communautés musulmanes. Ils appellent le président Condé à dialoguer avec son opposition. L'ONU au Mali, visite de mise au point et de comment les Nations Unies et la MINUSMA vont appuyer le retour de la stabilité dans le pays. L'Angleterre rompt les amarres avec Bruxelles. Brexit après 47 ans dans l'Union européenne. À tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Pour l'essentiel de l'actualité sportive, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Il sera essentiellement question de football avec le lancement de la 8e journée de la Ligue 1 de foot chez nous. C'est demain en attraction le Giraffe qui va jouer contre le leader. Il s'agit de Teungueth FC. Nous allons aussi parler de l'équipe nationale féminine U20 du Sénégal qui joue demain contre son homologue de la Sierra Leone. C'est un match retour des éliminatoires du Mondial 2022. Aussi du cyclisme avec le Tour du Fleuve ce matin, la 4e étape. Les détails dans le journal des sports que vous nous présenterez dans quelques instants. Et puis, à l'occasion de la présentation des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes et au lendemain de la publication du rapport du MAEP sur le Sénégal, Point de vue s'intéresse aujourd'hui à la gouvernance des affaires publiques au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba, Régie d'antenne, Pape Oumar Diaw. Souleymane Niang. Et d'abord, on reparle de cette affaire de la cocaïne saisie au port de Dakar. Le groupe Grimaldi, dans un communiqué paru dans la presse de ce matin, dit supporter toutes les investigations nécessaires pour tirer cette affaire au clair. Grimaldi soutient ainsi les autorités sénégalaises dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour rappel, le mercredi dernier, la douane avait saisi 120 kg de cocaïne à bord du navire Grande Nigeria. La drogue est estimée à plus de 9 milliards de francs CFA. La marche du collectif Nyolong cet après-midi, elle est autorisée. Toutefois, le préfet a mis en garde contre tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et de leurs biens. Le collectif a réagi pour Nyolong que l'autorité doit plutôt s'adresser à ceux qui veulent infiltrer la manifestation. Georges Déthié-Diop. D'emblée, Nyolong apporte des précisions. Le collectif se dit responsable. Par conséquent, il demande au préfet de Dakar de s'adresser aux personnes mal intentionnées qui veulent saboter leur manifestation. Alioune Sané. Ce message-là, il doit s'adresser à ceux qui sont extérieurs au collectif Nyolong et qui voudraient peut-être venir saboter notre événement. Je pense que ce message s'adresse à eux. Pour nous, ces propos du préfet s'adressent à ceux qui voudraient venir contrecarrer ou ceux qui voudraient venir saboter notre marche et qui ne font pas partie du collectif Nyolong. Nous, on est un collectif citoyen responsable et soucieux de préserver la sécurité publique, la quiétude des citoyens. Donc, toutes les marches qu'on a organisées jusque-là sont inscrits dans ce cadre-là. D'ailleurs, Aliou Sané souligne que le collectif a toujours été soucieux du respect des lois et règlements. Sur toutes les activités, toutes les marches que Nyolong a pu organiser, vous avez pu constater toute la détermination qu'il y a eu lors de ces marches, mais en même temps toute la discipline qu'il y a eu et parfois même toute la symbiose qu'il y a eu entre les forces de l'ordre et les manifestants. Donc ça a toujours été le cas sur toutes nos marches et mieux, vous avez vu quand même en termes de respect de l'heure en fait. La manifestation est prévue de 15h à 18h. Point de départ, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La manifestation va prendre fin au rond-point de la poste de la Médina. Les organisateurs exigent la libération de l'activiste Guy Marius Sagna, maintenu toujours en prison. Les étudiants de l'UCAD invitent les populations à y participer car la hausse des prix de l'électricité est une affaire de tous.
Ils étaient donc ce matin à l'université pour informer sur cette manifestation. Reportage Aïssatou Faye-Bodian. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le maintien en prison de Guy Marius Sagna continue d'alimenter le débat. Cheikh Tidiane Sané est étudiant en master 2 à la faculté de droit, juge nécessaire cette marche. Par rapport à sa libération, par rapport aussi à la cause exacte de cette libération, parce que ce n'est pas tout simplement la libération de Guy Marius Sagna, mais aussi c'est par rapport à la hausse du prix de l'électricité. Donc par rapport à ce fléau, tout simplement, nous tous nous pouvons participer à cette marche. Cette marche doit être l'affaire de tous, lance de son côté Hadim Diouf, un autre étudiant de la même faculté. Marius Sagna est légitime, quoi. Et tout le monde doit y participer pour la libération donc, de Guy Marius Sagna, parce qu'il défendait donc l'intérêt donc, des Sénégalais, à savoir l'augmentation du prix de l'électricité. Donc je pense que on doit donc renforcer toutes nos forces pour manifester pour la libération de Guy Marius Sagna. Parce que ce n'est pas une question de politique, mais une question personnelle, mais c'était une question qui touche donc toute la population sénégalaise. La marche étant autorisée, Adama Fall, étudiante en Master 1 en sécurité et environnement, invite les étudiants à rester pacifiques. À la manifestation, je leur conseille d'être tranquille, raisonnable et aussi dans la discipline. Après 2 mois de détention, la société civile et les droits de l'homiste réclament la libération de Guy Marius Sagna à travers une marche pacifique autorisée par le préfet de Dakar. RFM, la radio de toute l'actualité. Le consul général du Sénégal à Ganzhou rassure la situation des Sénégalais vivant en Chine, y compris dans la ville qui est l'épicentre de l'épidémie. Cette situation est suivie de très près et plus généralement, la situation sanitaire est sous contrôle des autorités chinoises. Le consul général du Sénégal en Chine, notamment à Guangzhou, a été joint ce matin par Mohamed Ali Mouba. Mohamed El-Bachir Diak est le consul de Guangdong, l'une des provinces les plus touchées par le coronavirus en Chine. Il n'est pas pourtant fataliste. Guangzhou, qui est la capitale de la province de Guangdong, qui, après celle de Hubei, est la province la plus touchée. Actuellement, la situation est sous contrôle. Nous suivons de très près avec les autorités sanitaires de la municipalité et les bureaux des affaires étrangères, avec l'ensemble des corps consulaires accrédités à Guangzhou. Nous sommes en train de suivre la situation et pas plus tard qu'hier, on a eu une réunion avec les bureaux des affaires étrangères. La zone rouge, c'est surtout Wuhan. Mais les nouvelles ne sont pas mauvaises au sujet des compatriotes. Nous, ici, on vit en quarantaine depuis le 23 janvier. Depuis le 23, on vit ici en quarantaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le train, ni l'avion, rien du tout. Les taxis, tout ça, c'est bloqué. En plus, c'est les fêtes de Nouvel An de l'année chinoise, quoi. Donc, il n'y a rien qui circule, tout est fermé, les magasins, l'administration, rien ne fonctionne d'abord. Pas de cas signalés au sein de la communauté sénégalaise. Une cellule de crise toutefois installée. L'apparition de cette épidémie a coïncidé avec la fête du Nouvel An chinois. Et beaucoup de nos compatriotes sont déjà rentrés au Sénégal. Donc il reste peu de personnes ici et jusqu'à présent, il n'y a pas de cas signalés. Les gens sont restés chez eux. Pour le moment, pas de rapatriement. La deuxième journée nationale de nettoiement, c'est demain samedi 1er février. Le maire de la Patte d'Oie propose l'institutionnalisation des Cleaning Days. Banda Diop demande au chef de l'État de prendre un décret pour garantir un succès à ce programme et par la même occasion pousser les citoyens à s'impliquer davantage. Banda Diop était l'invité d'RFM Matin. Je voudrais, au-delà du lancement, que ce soit institutionnalisé. Institutionnalisé voudrait dire, par exemple, prendre un cadre réglementaire, que ce soit un décret ou bien une loi qui encadre cette activité-là. C'est-à-dire qu'à chaque période où il s'agit vraiment, à chaque premier samedi, que tout le monde puisse faire une descente en masse dans les rues, dans nos territoires pour nettoyer. Parce que nous pensons que c'est des activités qui ne peuvent connaître leur succès que quand il y a une implication communautaire. L'implication communautaire commencera par les autorités de haut niveau, les élus de toute obédience, de toute institution, mais aussi les usagers du service public, c'est-à-dire les bénéficiaires du service public, à savoir
les citoyens simples, les populations devraient s'impliquer, mais aussi les titulaires de bourses familiales, par exemple, ceux qui bénéficient de la gratuité des soins médicaux, les citoyens qui ont bénéficié de financement, mais aussi essayer de trouver un système d'organisation qui fait que le jour des cleaning day, tous les commerces sont fermés et que les commerçants aussi, les usagers en tout cas de ces établissements de commerce-là, descendent parce que c'est une activité citoyenne. Je pense que c'est une fois qu'on aura institutionnalisé qu'on va garantir, parce que c'est un peu ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays tels que le Rwanda ou bien à Kigali. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Le Sénégal souscrit aux nouvelles chartes sur l'adoption. C'est pour être plus regardant sur toute la procédure internationale. Désormais, le filtre des tractations administratives est davantage corsé et densifié pour assurer un bon suivi des enfants qui font l'objet d'adoption. Le guide d'adoption internationale qui contient toutes ces nouvelles dispositions restrictives a fait l'objet de partage à Ziguinchor entre acteurs de la chaîne judiciaire et spécialistes en éducation surveillée. Lamine Ba. Il ne sera plus possible à un candidat à l'adoption de venir au Sénégal, de faire le tour des œuvres d'adoption. Il faut désormais se soumettre à toute une procédure comme édictée dans le guide de l'adoption international contenant un ensemble de dispositions restrictives auxquelles notre pays a souscrit. Ndeye Abibatu Youm, directrice nationale de l'éducation surveillée. La commission d'apparentement est convoquée et sur la base de la proposition formulée, il est constitué un dossier complet qui permet d'avoir des informations sur l'enfant, des informations sur sa situation de santé. Le tout est transmis à l'autorité centrale compétente qui saisit maintenant le candidat à l'adoption. Le dossier est retourné à l'autorité centrale compétente sénégalaise, ensuite la phase judiciaire. L'autorité centrale compétente du pays d'accueil de l'enfant a l'obligation d'imposer la production d'un rapport tous les 6 mois. Pour l'adoption nationale, il peut constituer une bonne alternative aux nombreux cas d'infanticide et d'abandon d'enfants. Mais la loi a besoin d'être vulgarisée dans notre pays, estime la directrice nationale de l'éducation surveillée. Je pense qu'il n'est pas dans la culture du Sénégal d'adopter un enfant. Nous avions notre tradition qui était le confiage. Maintenant, il s'agira de vulgariser ou d'informer les populations, de les sensibiliser, parce que dès l'instant où la personne est âgée de plus de 35 ans, elle peut adopter un enfant. Le guide de l'adoption internationale a fait l'objet de partage entre acteurs de la chaîne judiciaire et spécialistes de l'éducation surveillée. Il s'agit dans l'approche de les imprégner des dispositions contenues dans ce guide pour lever tout équivoque dans son application. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. L'urgence africaine, changeant le modèle de croissance, c'est là le titre du dernier ouvrage commis par Kako Nabuko, professeur d'économie, ancien directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, ex-ministre de la prospective du Togo, son pays d'origine et surtout pourfendeur du franc CFA. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité scientifique, signalons la première séance académique de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal cet après-midi à Diamniadio. Cette rencontre scientifique sera animée par les professeurs Serigne Abdouba et Mohamedou Ndiaye. Le professeur Ba, chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, exposera sur le thème « La cardiologie au Sénégal, état des lieux et perspectives ». Quant au professeur Ndiaye, enseignant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il parlera de l'évolution de l'offre de soins en chirurgie cardiaque au Sénégal. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. En Guinée, le clergé et la communauté musulmane appellent le président Condé au dialogue. Ils ne sont pas restés insensibles à la situation politique tendue. C'est pourquoi les évêques et les communautés musulmanes ont appelé le président Alpha Condé à discuter avec son opposition Salimata Awa. Les évêques guinéens se sont réunis récemment à Zérékoré lors de la 34e assemblée ordinaire de l'Union du clergé guinéen. Les responsables catholiques et musulmans de Guinée estiment que le président Alpha Condé doit dialoguer avec l'opposition pour mettre fin à la crise politique. Une crise liée au refus de l'opposition d'une réforme constitutionnelle. Pour l'Église, il faut privilégier le dialogue avec les partis de l'opposition et la société civile. Les imams, eux, ont appelé à un
un report des élections législatives prévues en mi-février prochain. Reste à savoir quelle suite donnera Conakry à ces doléances des religieux. Des morts ont été enregistrés aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de sécurité. Pour rappel, le président Alpha Condé a déclaré la semaine passée, je cite, « Nous discutons avec nos partenaires, nous écoutons leurs conseils, mais personne ne dicte à la Guinée ce qu'elle doit faire ». Fin de citation. L'ONU boucle une visite au Mali. Une visite de plusieurs jours pour faire le point, mais surtout voir comment les Nations Unies et la MINUSMA vont accompagner les efforts faits pour ramener la paix et la stabilité au Mali. Les détails avec Koumba Sandiane Faye. Le représentant de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a successivement visité Gao, Tombouctou et Mopti. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général au Mali et chef de la MINUSMA, le Tchadien Mohamed Saleh Anadif. Jean-Pierre Lacroix, qui a parlé des objectifs assignés à sa visite au Mali, a déclaré qu'il s'agit de faire le point, mais surtout de voir comment les Nations Unies et la MINUSMA ainsi que les partenaires vont accompagner les efforts qui sont en train d'être faits pour amener la paix et la stabilité au Mali, malgré les défis sécuritaires et les efforts qui sont encore importants dans le domaine de la mise en œuvre de l'accord de paix. Il a noté de bonnes perspectives et des pistes encourageantes. Parlant des prochaines élections générales, Lacroix promet le soutien de l'ONU et souhaite que les scrutins se tiennent dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Jean-Pierre Lacroix a plaidé pour des soutiens qui puissent réellement donner un nouvel élan. L'ONU souhaite impliquer l'ensemble des régions du Mali, mais également la participation des femmes et des déplacés. Cette visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix intervient à un moment où la décision de déployer l'armée malienne a été prise. Selon une source proche de la MINUSMA, cette dernière peut commencer à se diriger vers Kidal, c'est au nord Mali, dès ce samedi 1er février pour reprendre le contrôle de cette ville. La CEDEAO donne des instructions à la Commission nationale électorale bissau-guinéenne. Un deadline jusqu'au 7 février prochain pour vérifier les données issues des commissions régionales du deuxième tour de l'élection présidentielle. Voyons tout cela avec Noah Makali. La recommandation de l'organisation sous-régionale est contenue dans une note finale de la visite de 24 heures lue par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibro. Le comité recommande à titre exceptionnel que, premièrement, la CNE engage une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du deuxième tour. Deuxièmement, que cette vérification se fera sous l'égide de la CEDEAO, en présence des représentants des deux candidats. Un procès verbal sera établi à l'issue de cette procédure de vérification qui sera effectuée au plus tard le 7 février 2020. Par ailleurs, le président de la commission de la CEDEAO a souligné que le comité ministériel a remercié la Cour suprême de justice qui a demandé à la Commission nationale électorale des clarifications et des compléments d'informations sur certaines étapes du processus électoral pouvant conduire à la fermeture du cycle électoral en vue de la normalisation institutionnelle de la Guinée-Bissau. Jean-Claude Cassibro. Le comité ministériel remercie également la Cour suprême et note que celle-ci a demandé des clarifications et des compléments d'informations sur certaines étapes du processus électoral. En conséquence, et afin d'arriver à une solution qui préserve les intérêts de la Guinée-Bissau et conduise rapidement à la clôture du cycle électoral en vue de la normalisation institutionnelle et politique du pays. On rappelle que la Commission nationale électorale avait publié les résultats définitifs qui avaient donné la victoire à Oumar Sissoko Embalo avec 53,55% des voix contre 46,45% de Domingos Monsfrera. Nouamen Kalibissau, RFM. Parlons maintenant du divorce consommé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Brexit entre en vigueur ce 31 janvier. L'accord de divorce avec l'Union européenne a été signé à l'arraché. Le départ du Royaume-Uni s'accompagne d'une période de transition jusqu'à la fin de cette année. Les Britanniques vont continuer à appliquer les règles de l'Union européenne, mais ne prendront plus part aux décisions communautaires. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au lendemain de la présentation du rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à l'occasion de la présentation des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes aujourd'hui,
Point de vue porte sur la gouvernance au Sénégal et pour en parler, nous serons avec le professeur Babacar Gueye, président de la Commission nationale gouvernance du MAEP, justement, et avec M. Abdoulatif Koulibaly, ministre porte-parole du président de la République. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane. Football d'abord, Ligue 1, 8e journée, tous à l'assaut du leader invaincu, Teungueth FC. Teungueth FC qui va jouer demain contre le Jaraaf de Dakar, qui est dans une dynamique victorieuse, tout comme Teungueth FC. Un match au cachet populaire à AS Pikine, Casa Sport de Ziguinchor. Les matchs démarrent demain sur le Thiam. Leader depuis le début du championnat, Teungueth FC a pris de large avec ses 5 victoires d'affilée. Les Rufisquois ont 19 points sur 21 possibles et restent l'unique équipe invaincue depuis le début. Teungueth FC est aussi la deuxième meilleure attaque derrière Djambar et deuxième meilleure défense après Mbour Petite Côte. Pour cette 8e journée, les protégés de Youssouf Dabo vont affronter en déplacement le Jaraaf de Dakar. Avec quelques difficultés en début de saison, le Jaraaf a repris le goût de la victoire lors de la 7e journée. Classés au milieu du tableau, les Jaraafmen vont sans nul doute vouloir continuer sur le chemin de la victoire. Mais ce sera difficile vu les performances de Teungueth FC. Une autre affiche attendue par les amoureux du ballon rond, AS Pikine Casa Sport. L'AS Pikine, 3e au classement, aura l'obligation de rassurer son public avec une seule victoire en Ligue 1 depuis le début du championnat. Mais il faudra mettre les bouchées doubles pour contrecarrer l'équipe Fagnon de Ziguinchor. Sur le Thiam, on va récapituler donc 8e journée, demain, samedi, Génération Foot, Union Sportive de Gorée, Jaraaf Teungueth FC, Niary Tally Stade de Mbour, Cneps Excellence de Thiès contre AS Douanes. Le lendemain, dimanche, pour la clôture donc de cette 8e journée en Ligue 1, Mbour Petite Côte accueille Dakar Sacré-Cœur. Le Casa Sport de Ziguinchor est en déplacement à Dakar chez AS Pikine. Le Niambour de Louga accueille Djambar de Saly. Nous parlons de l'équipe nationale féminine U20 qui joue donc demain au stade Alassane Djigo contre son homologue de la Sierra Leone. C'est un match retour des éliminatoires du mondial de 2022. À l'aller, les Lioncelles l'avaient remporté sur le score d'1-0 Suleiman. Foot en Europe, la France d'abord. Oui, la France qui va entamer dès ce soir sa 22e journée et c'est Rennes de Mbaïnian et d'Edouard Mendy qui accueille l'FC Nantes à partir de 19h45. À retenir que le Paris Saint-Germain leader joue demain contre la formation de Montpellier. Son dauphin, il s'agit de l'Olympique de Marseille qui va jouer dimanche en début de soirée contre les Girondins de Bordeaux. 10 points séparent le Paris Saint-Germain au leader, plutôt à son dauphin, l'Olympique de Marseille. En Angleterre, c'est aussi la 25e journée qui va être entamée dès demain. On va s'intéresser au solide leader Liverpool qui accueille la formation de Southampton à partir de 15h. En Italie, à suivre aussi la sortie de la Juventus de Turin prévue pour ce dimanche à partir de 11h30 pour le compte de la 22e journée. La Juventus qui va accueillir la Fiorentina. Son dauphin Inter de Milan est en déplacement à Udine, toujours ce dimanche à partir de 19h45. En Espagne, le Real Madrid et l'actuel leader jouent demain pour le compte de la 22e journée en ouverture à 15h. Et ce sont donc les Madrilènes qui vont accueillir Atlético Madrid. Il s'agit donc du derby de Madrid entre ces deux formations rivales. Son dauphin, il s'agit du FC Barcelone, joue dimanche en début de soirée contre Levante. Ce sera à partir de 20h. En Allemagne, c'est le début donc de la 20e journée des soirs. 19h30, Hertha Berlin contre Schalke 04. Les autres rencontres sont prévues entre samedi et dimanche, Suleiman. Tour cycliste du fleuve, le DTN évalue l'événement. Oui, le directeur technique national, pour lui, techniquement, la course est bonne. C'est sur le plan physique que les cyclistes peinent. Le DTN, Aliou Diallo, au micro de Mamoudou Diagne, notre correspondant à Chertol. Le cyclisme, c'est une discipline. Et une discipline, c'est une éducation. Et l'éducation, c'est quand même une école. Mais quand même, vu que les gosses là ont la bonne volonté, on va les encadrer. Bon, ils sont dans le peloton. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de chutes. Depuis le départ, il n'y a eu qu'une seule chute. Mais je sais que, par exemple, avec un peu de techniciens, on parviendrait quand même à avoir de bons coureurs et de bons cyclistes. Techniquement, ils sont bons. Physiquement, ça reste encore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions sur le plan national et sur le plan régional. Mais quand même, on va veiller à ça afin d'organiser de temps en temps des compétitions dans les régions. Oui, vous savez, dans un tour, c'est toujours ça. C'est pas tellement facile de gérer les courses à étapes, mais je sais que, je sens que les gosses là progressent et c'est un bon climat. Le climat est bon, les gosses respectent les consignes, respectent le règlement, parce que dans une course, c'est un règlement. Les règlements, il faut les respecter. Et respecter aussi les commissaires de course afin que la course puisse bien se tenir.
Nous sommes là uniquement pour faire respecter le règlement et que la course se passe bien. Et puis nécrologie pour terminer. Décès d'Omar Sarr, ancien entraîneur des Niayes de Pikine, ancien président de l'association des entraîneurs de football, ancien entraîneur national adjoint de l'équipe nationale de foot. Une émission prévue cet après-midi à Cambérène, que la terre lui soit légère. Merci, cher Tidiane Diagne.